Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Cookcast numéro 3. Merci à vous d'être aussi nombreux et à suivre et à aimer, bien sûr, le Cookcast. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne OL Fan TV et à liker ce podcast si vous l'aimez. Aujourd'hui, on se retrouve avec Cookinho. Bonjour Cookie, comment ça va? Écoute, ça va super, Paul. Je suis très très content de t'inviter sur ce Cookcast. C'est un brin prétentieux pour Mhm. l'instant de se faire auto-interviewer comme on dit, mais je suis très content d'être là ce soir. Oui, alors plaisir partagé, d'autant plus qu'il s'agit d'un format un peu spécial. On va pas répondre aujourd'hui à une question existentielle sur le monde du foot, mais bien de découvrir ton histoire, que peu de gens connaissent, l'histoire de ce gamin de 17 ans qui avait tout d'un joueur en devenir. Alors, tu vas nous raconter cette histoire, tu vas nous la décrire, mais surtout, ce qui va être important au-delà de ça, c'est pas de savoir si tu étais le futur Mbappé ou tu aurais pu faire la carrière d'un joueur comme ça, c'est bien de savoir comment ça s'est traduit sur ton avenir d'homme et sur tes projets futurs et ta vision même sur le football. Non, mais c'est sûr que c'était ma passion, c'était toute ma vie le football. Mmh. Donc oui, bien sûr, je suis content que tu en parles parce que oui, bien sûr, on sait jamais est-ce que j'aurais été pro, est-ce que j'aurais pas été pro. Mais oui, je pense que tu as raison, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est surtout comment un fait de vie peut te changer et peut te faire évoluer et voir le foot différemment. On va commencer assez rapidement. Tu vas nous recontextualiser la chose et nous expliquer ton histoire avec le foot jusqu'à tes 16 ans. Alors, pour faire simple et pour faire rapide, tout simplement, moi, je viens donc, du sud-ouest de la France, une petite région de Dordogne. Il faut savoir globalement il y a trois équipes qui se battent en duel. Et moi, j'ai été formé, on peut dire, dans la meilleure équipe de la région. Et sauf que dans ma progression, on était souvent amené à choisir le meilleur club de la région et de changer régulièrement. Le foot depuis tout petit, franchement, c'est vraiment ma passion. Mais j'ai jamais eu l'idée d'en faire un métier. Pour moi, le foot c'était pas un métier, c'était une vocation, c'était une passion avant tout. Et donc forcément, quand tu progresses et que tu gravis les quelques petits échelons de ta région, eh ben voilà, on commence à te mettre des petites étoiles dans les yeux et honnêtement, bon voilà, c'était pas moi qui disais que j'avais un bon niveau, c'était plus mes coachs, mes entraîneurs que je remercie d'ailleurs. Voilà, donc c'était une progression assez linéaire à ce niveau-là. Mmh. Donc jusqu'à mes 16 ans, pour faire simple, oui, dès l'âge de 15 ans à peu près, il y a eu des premières sollicitations de centres de formation. Il y a eu Mmh. notamment Sochaux qui avait fait une première approche. Et là, c'est le début des premières questions. Est-ce que, enfin, du moins des questions familiales. Est-ce qu'on laisse un gamin partir si loin jusqu'à quel point le football est important dans une vie. Donc c'est plus ça en fait qui c'était les premiers dilemmes. D'accord. Tu viens de nous expliquer, bien sûr, jusqu'à tes 16 ans. Alors après, on arrive l'année du bac. Tu as 17 ans. Et qu'est-ce qui se passe cette année-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie d'important? Quels sont tes objectifs, pardon, à cet âge-là? Alors à cet âge-là, c'est des objectifs assez épars et variés. C'est surtout que moi je commence à y croire, je commence à croire en mon potentiel, je commence à évoluer dans les plus hautes catégories en région, notamment en sélection régionale aussi. Je joue dans les meilleurs clubs. À ce moment-là, c'est franchement le football, c'est toute ma vie. C'est quasiment 3 à 4 fois par semaine, sans compter les matchs. Mmh. C'est déjà un rythme assez pro. Mais voilà, moi j'ai les délires d'un gamin, mais j'y crois à ce moment-là et commencent à arriver les premières sollicitations, les premiers stages de détection, les premiers matchs importants, les premières pressions aussi. Et à ce moment-là, bah, ouvre un grand centre de formation d'un club. Et c'est vrai que là, les doutes, les doutes passés, bah, ça me nuise un petit peu parce que je suis un petit peu plus grand, etc. Et je Mmh. commence plus à y croire. Et c'est vrai que bon, la suite n'a pas été exempt de tout reproche ou surtout de tout problème. En gros, tu arrives en fait à l'année du bac à 17 ans, comme je le disais. Qu'est-ce que tu as choisi, toi, comme voie? Tu es dans un centre de formation à cette époque. Où t'en es vraiment?
pour être modeste, le foot est toujours resté un loisir, mais c'est vrai que quand tu vois que tu évolues au plus haut niveau, même en régional ou au plus haut niveau aussi en détection, que tu Mmh. commences à séduire quelques personnes dans l'entourage du football professionnel ou du moins du football académique, c'est vrai que tu commences à rêver, franchement, tu commences à rêver. Mais à ce moment-là, honnêtement, à 17 ans, je sais pas à quel point le football peut m'amener haut. Je sais surtout que c'est ma passion et je sais Mmh. que si j'ai l'opportunité de signer, je le fais avec grand plaisir à ce moment-là. Et donc, tu vas nous raconter aussi, quelque chose que tu m'avais raconté en off. Qu'est-ce qui déclenche en fait ce moment où finalement, bah, le foot, ça sera pas possible? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux nous raconter cette petite histoire assez rapidement? Ouais, c'est sûr que ça reste assez émouvant encore aujourd'hui Mmh. parce que t'essayes de faire le mieux possible à ce moment-là. Tu y crois, t'es un élément important de ton club. Les sollicitations, comme je te disais tout à l'heure, arrivent. Mmh. Et en somme, je dois signer dans un grand centre de formation. Mmh. Les Girondins en témoigneront, mais c'est surtout que voilà, la confiance se fait, tout ce que tu as donné dans ta jeunesse peut se traduire enfin. Tu peux rentrer dans le centre de formation qui est leader dans ta région. Mmh. C'est quand même très important. Et le fait est que bah, tout se passe bien. Tout se passe bien. Je signe un quasi pré-contrat, on appelle ça. Mmh. Je vais rentrer en centre de formation à la rentrée. Je dois signer dans ce club-là. Et puis patatras, entre guillemets. Euh, un de mes derniers matchs, un match banal, un match pas très important, un match d'ailleurs qu'on perd 7-0 avec mon petit club, on perd 7-0 ce match. Mmh. Et le coach me dit bon bah voilà, c'est calamiteux, on n'arrive pas à jouer. Tu passes derrière et sauve-nous un petit peu le match. Mmh. J'étais capitaine à l'époque, donc je prends mes responsabilités, j'exécute. Tu sais, moi je suis un bon petit soldat. Et donc je passe derrière et puis quasiment mon premier duel à la tête, je monte, je gagne mon duel à la tête et je retombe sur mon genou. Mmh. Et là, honnêtement, tu comprends pas. C'est vraiment la stupeur. Tu comprends pas pourquoi tu tombes. Tu comprends pas pourquoi tu as de l'électricité qui te passe dans le corps. Mmh. Tu comprends pas pourquoi t'as pas envie de te relever. C'est très, tout est lent, mais tout est rapide aussi en même temps. Mmh. C'est très particulier et c'est là vraiment que je découvre la blessure Ouais. qui jusqu'alors je n'avais pas connu de blessure. Là, je découvre vraiment ça. C'est très violent, c'est très soudain. Mmh. Et en fait, cette blessure se fait un petit peu ça reste insignifiant, tu vois, c'est un fait de match. Des blessures, il y en a tous les week-ends. Mmh. Donc ça paraît pas important comme ça. Je sors, je suis remplacé, je vais au vestiaire. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est la solitude du vestiaire. C'est la solitude du vestiaire. Tu t'entends les émoluments derrière, ça crie, ça gueule, Mmh. l'arbitre, t'entends tout. Et finalement, toi, t'es tout seul Ouais, tu dans isolé ton un peu? vestiaire. Ouais, Tu je t'es suis senti clair. isolé du monde? Ouais, clairement, je suis isolé, je suis tout seul, je suis tout seul. Je prends ma douche, je galère à ramasser ma savonnette, comme on dit, parce que j'ai mal, j'ai très mal, j'arrive pas à plier mon genou, c'est terrible. Mmh. Mais sauf que moi, je connais pas ça, je suis pas un professionnel, on n'a pas un barda de de médecins aux alentours, mais voilà, donc en fait, ouais, c'est la solitude. Moi, ça m'a marqué ce vestiaire un peu froid, un peu humide. C'est très particulier comme ça. Et puis tu ressors tout penaud avec ta petite blessure, tu boitilles, tu vas sur le banc. Mmh. Ça ressemble à une après-midi classique, mais pourtant ça a été une après-midi qui a fondé pas mal soit de problèmes, soit une future vie. Mais en tout cas, c'est là que ça a basculé. Et du coup, comment tu réagis mentalement, vis-à-vis de cette blessure? Comment tu perçois aussi cette blessure sur ton futur de potentiel joueur de foot? Alors, pour être honnête, à ce moment-là, moi, je veux pas être joueur de foot. Je veux Mmh. faire ma passion, je veux évoluer au plus haut niveau, etc. Donc, pour moi, ça s'éteint pas. Je connais pas la blessure, donc honnêtement, je me dis que c'est pas très grave. Mais sur le chemin du retour, dans la voiture, j'ai mes coéquipiers derrière parce que c'était mon père qui nous amenait à l'époque. Euh, j'ai mes coéquipiers derrière, ça rigole quand même. Bon, on a pris 7-0, mais bon, ça rigole. On a passé une bonne après-midi, c'était Ouais. sympa.
Mais moi, je suis pas dedans. Franchement, je suis pas dedans. J'ai l'impression que mon mental a compris que c'était peut-être plus grave qu'on ne pouvait l'imaginer. Donc voilà. Donc moi, je suis un peu perturbé. C'est un peu compliqué. Je rentre chez moi. Bah, c'est les premiers soins. Hein. On te met une petite poche de glace, etc. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est pas très grave. Et les premiers examens que je vais faire, Mmh. honnêtement, mon médecin me dit, c'est un petit épanchement de synovie. T'en as pour 2 semaines d'arrêt et tu vas pouvoir reprendre. Donc, à ce moment-là, honnêtement, déjà que c'était pas une volonté ou une obligation pour moi d'être footballeur, c'était vraiment une passion. Franchement, à ce moment-là, je me pose pas de questions. Et justement, tu me racontais aussi, parce que cette histoire, tu me l'as racontée avant qu'on prenne la décision de la raconter sur ce Cookcast. Voilà. Comment, à cette période-là, tu es vis-à-vis du football, c'est-à-dire dans quel club tu devais signer ou tu avais signé, qu'est-ce que ça change réellement, cette blessure? Alors, ça change pas mal de choses puisqu'elle arrive, cette blessure arrive un peu en fin d'année. Mhm. C'est à peu près à ce moment-là C'est l'année du que bac. tout. Ouais, c'est ça, c'est l'année du bac, donc c'est l'année où tu deviens un homme quelque part, mais c'est surtout l'année où on commence à signer des contrats, où on peut rentrer en centre de formation, on peut rentrer plus tôt. Après, on peut passer par une autre voie. Moi, c'était plus, en gros, la finalisation de mon parcours de formation Mhm. qui se concrétisait. Donc, en soi, je devais avoir mon bac, je devais partir dans mon centre de formation, tout devait bien se goupiller. Mhm. Le fait est que l'histoire en a décidé autrement, mais c'est surtout cette blessure qui au début a du mal à s'expliquer. Et puis c'est surtout que quand le verdict tombe, Mhm. voilà, quand on te dit que en fait, tu as une rupture totale du ligament antérieur droit, au début tu ne comprends pas. Et quand, parce que voilà, comme je t'ai dit, j'étais pas professionnel, j'étais pas aguerri là-dessus, je connaissais pas les blessures. Et Mhm. quand on m'apprend que à mon niveau, c'est quasiment 12 mois d'arrêt. Là, c'est très très dur. C'est très très dur parce que au départ, on disait que c'était pas très grave, on me disait que je chipotais, même mes proches n'y croyaient pas Mhm. en cette blessure. Et c'est vrai qu'au bout de 2 semaines, même si on me disait que ça allait dégonfler, moi j'y croyais pas. Donc, ce qui fait que arrive le bac, arrivent quelques épreuves du bac foot notamment. Mhm. Mon genou a dégonflé, je peux courir, etc. Donc moi j'y vais. Bon, on me dit que 2 semaines après c'est bon, etc. Donc moi à ce moment-là, je suis encore un joueur de foot, je suis juste à peine blessé, je vais faire un petit match d'exhibition et tout va bien se passer. Et le fait est que j'arrive pas, j'avance pas. Et sur les premiers contrôles de balle, je sens que le genou il peut flancher. Mhm. Voilà, donc j'hésite, je cache ma blessure, je n'y crois pas, je n'y pense pas. Et puis bien sûr, quand arrive l'heure, le moment fatidique, bah voilà, tu fais une accélération, tu arrives devant le but, tu Mhm. arrives quand même à lober le gardien. Et sur la première prise de balle, mon genou il lâche encore. Donc là, je sens que c'est plus grave. Je sens que c'est plus grave que prévu. Mhm. Et c'est très très dur. C'est très très dur à ce moment-là. D'ailleurs, enfin, pour ceux qui savent, le bac foot aussi, on a des petites questions. On a une Mhm. phase pratique et une phase théorique. On a des petites questions. Et en fait, je suis pas dedans. J'ai pas envie de répondre. J'ai pas envie de répondre aux questions. Du coup, j'ai une note catastrophique en foot. Mais Mhm. parce que finalement, c'est là que je comprends que le foot c'était plus qu'un sport pour moi. C'était vraiment un moyen d'exister. Ouais. C'était plus ça qui était important pour moi. J'existais aux yeux de mon père qui était très très dur avec moi aussi, notamment au niveau du football. Mhm. Donc voilà, c'était ma voie d'expression privilégiée. Et là, ça s'arrête. Et comme je disais tout à l'heure, quand la sentence tombe, quand le vrai verdict arrive et qu'on te dit que bah finalement t'en as pour 12 mois, bah c'est terrible. C'est terrible parce que Mhm. j'ai essayé de le cacher. Je suis allé jusqu'au centre de formation et en essayant de cacher ma blessure, finalement le verdict est tombé. Voilà, on a reçu Mhm. on a reçu des conseils comme quoi il fallait que je fasse des examens complémentaires. Et il s'est avéré que donc c'était cette blessure, mais voilà. Franchement, c'est très dur à vivre à ce moment-là. C'est retour à la solitude, c'est retour dans sa petite ville.
Mmh. Et c'est un peu des espoirs qui s'envolent. Mais comme tu répétais tout à l'heure, et tu l'as bien précisé, je suis Mmh. pas en train de dire que j'étais un immense joueur, un immense crack. Moi, j'aime pas ça. Pour moi, le Mmh. talent, ça veut rien dire non plus. Mais c'est juste un fait de vie en fait qui te fait basculer parce que finalement j'ai plus d'objectifs quoi. J'ai plus d'objectifs particuliers. Je suis triste. Je peux plus faire mon sport, etc. Donc voilà. Ouais. Et le fait est que je me fais pas opérer directement. Bah, justement, oui, comme tu le disais, ce qui est important, ouais, c'est vraiment l'être humain dans cette chose et pas, le fait que tu pu, que tu aurais pu faire une carrière par la suite. Mais justement, comment ta relation, elle va évoluer, 1, 2, 3, 4 ans après, cette blessure? Ben, je serais tenté de te dire que c'est un peu une longue recherche. Mmh. Pas une descente aux enfers, mais une longue recherche de personnalité parce que jusqu'alors, ma personnalité, c'était joueur de foot. C'était joueur de foot qui était bon, qui s'amusait avec ses amis, Mmh. qui avait un bon niveau, qui était regardé au niveau local et qui pouvait intégrer un centre de formation. Donc finalement, tout ça qui s'envole, c'est très dur enfin, c'est très dur de se dire qu'il reste plus rien de tout ça. Mmh. Et, t'y crois plus en fait. Moi, honnêtement, après, le football est vraiment devenu problématique pour moi. J'avais beaucoup de mal à regarder du foot Mmh. parce que j'avais envie d'être à leur place, j'avais envie de rendre fiers mes proches, j'avais envie de rejouer, mais j'ai pas trouvé cette énergie, j'ai pas réussi à trouver cette énergie de revenir. C'est très compliqué. Il y a beaucoup d'appréhension dans la blessure, donc Ouais. d'appréhension dans l'opération aussi, parce que j'ai pas été opéré, enfin j'avais jamais été opéré, donc il y a cette appréhension là, il y a les 12 mois, il y a le fait que on te dise que peut-être que tu ne reviendras jamais. Voilà, et comme j'ai précisé tout à l'heure, pour moi c'était pas un objectif prioritaire si tu veux. Mmh. Donc j'avais pas à récupérer un objectif prioritaire. Pour moi, c'était une passion Mmh. et cette passion s'est envolée avec cette blessure. Mmh. Donc ça a été des années très compliquées. Voilà, t'arrives, t'as obtenu ton bac, mais tu sais pas quoi faire plus tard. Et Mmh. finalement, ce qui te raccrochait à un espoir, bah, s'est envolé. Donc après, c'est un peu retour au train-train quotidien. Mais vraiment, le foot, c'est devenu compliqué et problématique, problématique pour moi. Et ça l'est encore parce que pour te faire une petite confidence, depuis ce jour que moi je qualifie de tragique, mais depuis ce Mmh. jour qui a tout changé, je n'ai jamais rechaussé des crampons Ouais. de ma vie. Je n'ai jamais rejoué sur un terrain dans l'herbe. Je n'ai jamais rechaussé des crampons. C'est c'est un blocage. C'est un Mmh. blocage chez moi. J'ai rejoué à la fac un petit peu au futsal ou au five ou voilà, Mmh. mais j'ai jamais trouvé le je sais pas comment on pourrait dire, mais j'ai jamais trouvé la motivation, l'envie de retourner sur un terrain. Et justement, tu nous parles de cette longue période. Combien de temps elle a duré vraiment? Et est-ce qu'il y a un déclic, à un moment où tu te dis: «C'est bon, c'est du passé, il faut que je» parce que tu me disais, oui, pendant cette période-là, je regardais, plus de matchs de foot à part Lyon, parce que c'était mon équipe. J'avais du mal avec le foot et voilà. À quel moment tu as eu ce déclic et tu t'es dit: «Bon, bah, c'est passé, le foot, c'est une passion et ça va rester une passion et je vais continuer à la vivre à ma façon»? C'est vrai que tu as raison parce que cette passion, je la vivais à travers moi. J'arrivais pas à la vivre à travers les autres. Alors, comme tu le précises, c'est vrai. J'arrivais à suivre les matchs de Lyon parce que voilà, quand tu as un amour, c'est très dur de t'en passer. Mmh. Mais voilà, la passion du foot s'était envolée. Euh, Comment je récupère ça? Bah, après, c'est la vie qui te rattrape, hein, tout Mmh. simplement. C'est la vie qui te rattrape. C'est le besoin de faire des études, c'est le besoin de gagner ta croûte, c'est le besoin de te rendre autonome le plus rapidement possible. Et c'est aussi d'avoir touché le fond, tu vois, d'avoir fait des petits boulots, etc. De dire que finalement, bah voilà, ta chance, elle est passée. Mmh. Mais peut-être qu'avec un peu de travail, beaucoup d'envie et pas mal d'abnégation, tu vas pouvoir rattraper ta passion par un autre biais. Et en fait, c'est ce que je me suis dit. J'avais beaucoup de difficultés, même financièrement, etc. C'était compliqué. Mmh.
Eh ben, je suis parti avec ma voiture un matin. J'ai pré-rempli un chèque et je me suis inscrit à la fac parce que pour moi, il fallait que j'existe à travers autre chose. J'ai pas réussi dans les études de foot entre guillemets, mais je peux peut-être rattraper le foot par les études. Mmh. Donc c'est ça un peu qui m'a sauvé. Et après c'est beaucoup de travail, c'est pas mal de rencontres et c'est la passion qui revient et c'est l'envie de voilà de construire un projet pro qui est Mmh. pas foncièrement dans le foot pour l'instant. En tout cas moi pour l'instant ça reste encore du loisir, Ouais. mais dans 3 4 ans à terme ça deviendra une réalité et Mmh. je travaillerai dans le foot, que ce soit de près ou de loin, mais je récupérerai cette passion et ce milieu-là. Merci, merci Hugo pour ce magnifique témoignage. J'espère que les gens te connaîtront mieux après ça et j'espère qu'aussi les gens comprendront le message qu'on a voulu faire passer. J'espère que toi aussi tu as apprécié le moment. Moi, en tout cas, je l'ai apprécié. N'hésitez pas hein, surtout à commenter le Cookcast, à le liker, à le partager et à vous abonner à la chaîne OL Fan TV. On oublie trop souvent de le dire, mais c'est vraiment très important. Hein, Hugo, tu en témoignes pour l'évolution de la chaîne. Oui, c'est sûr que c'est important et au-delà de ma personne, c'est surtout remercier aussi à travers ce Cookcast Mmh. Thomas qui est encore une fois, je parlais de belles rencontres, ça en est une. C'est quelqu'un qui fait confiance, qui a des valeurs et moi je suis fier d'appartenir à cette communauté qu'on est tous en train de créer avec Joe, avec Julien, avec toi Paul. Mmh. Honnêtement, c'est de belles rencontres et c'est surtout mené d'une main de maître par un homme qui a des grandes valeurs d'écoute, de solidarité et de respect. Et Mmh. pour ça, je tire mon chapeau à Thomas. Eh ben, écoute, un grand merci. À la prochaine, dans un prochain coup de casque qui sera présenté par Hugo. Est-ce que tu peux nous spoiler le prochain thème ou pas? Je peux vous spoiler le prochain thème. On parlera Brexit, on parlera trading, on parlera Ligue 1 et surtout Mercato. À quel point le Brexit risque d'impacter la stratégie foot et économique de nos clubs français. Eh ben, on l'écoutera et on l'attend avec impatience. Bonne journée à vous si vous le regardez en matinée, ce podcast. Bon après-midi à vous si vous le regardez en après-midi. Et bonne soirée à vous si vous le regardez dans une soirée. Salut à tous. Salut Hugo. Ciao, ciao.